À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Que de plaisir de vous savoir déjà câblés pour nous accompagner durant ces 45 minutes. Discours sur l'état de la nation pour la 4e fois consécutive depuis son investiture. Patrice Talon aura sacrifié à la tradition dans une adresse à la limite fleuve, presque 1 heure de temps. À l'antipode de ses prises de parole habituelles, Patrice Talon s'est voulu rassurant, fier du chemin parcouru dans l'ensemble, mais mieux, très confiant quant aux projections en vue. L'heure du développement a enfin sonné, a-t-il lancé à ses compatriotes, à tous ceux-là qui désespèrent. Plus question donc de faire grise mine. 4e discours de Patrice Talon sur l'état de la nation. Enfin, des raisons d'espérer en l'avenir. Le débat, tout de suite et maintenant, avec nos invités déjà en plateau. Dr Nadé-Ange Kokole, président de l'association Les Compagnons du Devoir. Il est par ailleurs l'un des pères fondateurs du cercle de réflexion et d'action, les tresseurs de cordes, libres penseurs. C'est ainsi qu'il se qualifie lui-même. Dr Nadé-Ange Kokole, bonjour. Bonjour, monsieur Yetongui. Et merci de répondre à notre invitation. C'est toujours avec plaisir que je me retrouve sur cette chaîne. En tout cas, le plaisir est partagé. En face de vous, Vincent Folly, éditorialiste, il est le directeur de publication de La Nouvelle Tribune, le quotidien qui manque toujours à l'appel. Vincent Folly, bonjour et merci de répondre à cette invitation. Bonjour Joël, le plaisir est toujours partagé, tu le sais, d'être ici. Heureux de le savoir. Avant-dernier discours sur l'état de la nation du quinquennat de Patrice Talon, le 27 décembre dernier, mesdames, messieurs, face aux 83 députés, tous de la mouvance, il aura peint un tableau plutôt élogieux de ses actions et invité le peuple à garder espoir, même des moments d'épreuve législative exclusive, fermeture de la frontière nigériane, n'auront été, mesdames, messieurs, que de grands moments de résilience pour le peuple béninois. Un peuple qui tient toujours debout, droit, comme un seul homme. Patrice Talon, dans son adresse, Nadé Kokole, comme une aube nouvelle, dit-on. Eh oui, comme une aube nouvelle pour, j'allais dire, le conférencier. Mais est-ce vraiment une aube nouvelle? Je pense que c'est là toute la question. Lorsqu'on regarde le chef de l'État dans son exercice, visiblement qu'il aime bien, donc c'est un exercice qu'il apprécie, et 50 minutes de discours sur l'état de la nation, mais on avait quand même du mal à savoir si c'est uniquement à l'auguste Assemblée nationale qui s'adressait ou au peuple béninois. Et toujours est-il, M. Yetongui, que je me permettrai, et en cette fin d'année, de souhaiter à notre chef d'État les meilleurs vœux pour 2020, parce que je pense que et pour cet avant-dernier discours qu'il a fait et surtout celui à venir, il va falloir s'armer de courage pour nous présenter un bilan, j'allais dire un discours en 2020, et en ce qui me concerne en tout cas, beaucoup plus convaincant. Beaucoup plus convaincant. Vincent Folly, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Pourquoi beaucoup plus convaincant? Vous l'avez suivi. Patrice Talon, confiant à l'avenir. Un tableau qui n'a rien mis de côté. Un discours, comme dirait d'aucuns, plus qu'exhaustif. Ah bon, vous trouvez? Ah oui, votre regard, le regard de l'éditorialiste. Non, moi, j'ai toujours un problème avec le format du discours. Lorsque le constituant l'a instauré dans la Constitution en 90, on dit discours sur l'état de la nation. C'était une innovation, personne ne sait ce que ça recouvrait. Je ne crois pas, aussi loin que ma mémoire remonte, que le président Soglo l'ait présenté. Je crois que c'est à partir du président Kéroukou qu'on a effectivement vu ce genre de discours qui était une sorte de litanie des réalisations. Est-ce que c'est ça l'état de la nation? Là, le législateur aurait pu dire, le constituant primaire aurait pu dire un discours bilan des réalisations de l'année. Et là, tout le monde vient ou on regarde ou on ne regarde pas. On dit l'état de la nation, moi je m'attends à un état moral, l'état psychologique, l'état, j'allais dire, comment la nation se porte. C'est-à-dire comment les habitants du pays se portent. À travers ce discours, vous oui, je ne vois rien. Lorsque si le point. Non, ce point-là, il peut le faire en fin d'année. Nous sommes en fin d'année
Et c'est-à-dire la manière dont on place le discours sur l'état de la nation, c'est-à-dire un discours de fin d'année, après le discours qu'il doit faire la veille du 1er janvier, presque répétitif, généralement, il fait un truc bref. Maintenant, est-ce que c'est ça qui doit être le discours sur l'état de la nation? Moi, je me pose la question. Mais je vois que c'est la pratique qui dicte les lois. Et de Kérékou à lui, en passant par Yayi, les choses ont toujours été ainsi. Et mais vous dites que c'est un discours optimiste, un discours bilan qui reprend une autre nouvelle, si j'ai compris. Un discours, ce n'est qu'un discours. Avant le discours, il y a la réalité. Et après le discours, il y aura la réalité. Et la réalité qu'il a décrite dans le discours n'est pas celle que nous vivons. Parce que le chef d'État, on dirait qu'il a des œillères. Et il voit le monde à travers le prisme que lui, il s'est donné. Le prisme de sa classe politique. Et il y a une partie, c'est-à-dire l'autre partie de la classe politique, ceux qui étaient dans l'arène politique, il ne les connaît même pas. Et ce qui est plus grave, c'est la grande masse des populations dont on ne parle pas du tout. Alors, on pourra en parler. La grande masse des populations dont on ne parle pas du tout. Oui. Vous parlez d'un bilan moral que vous auriez bien voulu avoir, physique et par la suite. J'ai bien envie de vous le demander. À travers ce discours, si on devait faire un point moral de la situation, que diriez-vous alors? Moi, je ne suis pas chef d'État. Le regard de l'éditorialiste. Non, je dirais que la nation ne se porte pas bien. Depuis que ce monsieur, c'est-à-dire le président de la République, est au pouvoir depuis 2016, on ne se porte pas bien. Le pays est un peu, c'est-à-dire nous étions en régime de séparation de pouvoir. Je n'ai pas donné l'impression de prendre la parole ou bien de monopoliser la parole. Le docteur Cocordé qui parle aussi bien. Il prendra la parole. Mais c'est-à-dire que nous sommes dans un système maintenant où les pouvoirs ne sont pas séparés. Les pouvoirs sont dans les mains d'une seule personne. Ce n'est pas ce que nous avons vécu. Nous avons prévu en 90. C'était un pouvoir avec des contre-pouvoirs. Mais aujourd'hui, tous les pouvoirs sont concentrés dans une seule main. Et le chef de l'État, il est député, il est président de la République, il est le juge suprême. C'est lui qui oriente toutes les... Il est même le patron des maires. C'est-à-dire le côté décentralisation, le pouvoir décentralisé que nous avons voulu à la conférence nationale n'est plus respecté. C'est lui qui fait tout. Il construit des marchés, il construit des hôpitaux. Il a dit encore dans son discours, il a prévu un certain nombre de marchés. Mais à quoi sert la décentralisation si le chef de l'État doit s'occuper de la construction des marchés? La loi sur la décentralisation a prévu que les écoles primaires sont du ressort des mairies, des communes, j'allais dire. La construction des écoles primaires. Le budget qui est prévu pour l'enseignement doit être affecté à la construction des écoles primaires dans les mairies. Mais ça n'a jamais été fait depuis 90 jusqu'à ce jour. Le secondaire, c'est prévu encore que les mairies, les communes à caractère particulier, à savoir Cotonou, Porto Novo et Parakou, ont le pouvoir de construction des écoles secondaires, même de s'étendre, ça s'étend aux écoles secondaires. Mais alors, on voit le chef de l'État faire son programme, faire son discours, il s'occupe de tout. Mais quand on s'occupe de tout, on embrasse tout, mais on finit pas mal éteindre. On finit pas mal éteindre, comme le docteur me prête les expressions. Je reviens vers vous pour la même question, mais en nuançant un peu. Vous avez suivi le chef de l'État en 2018. Vous avez rêvé. Vous le suivez cette fois-ci, en 2019, fin d'année. C'est quoi votre regard? Le regard de l'objecteur de conscience, parfois. Alors, mon regard, c'est que lorsque j'entends le chef de l'État, je vois qu'il pose pour son discours un pilier central. Il commence par se rendre compte qu'il y a eu des violences et que le peuple a été résilient. Mais le chef de l'État, c'est que dans notre Constitution, il est dit que, n'est-ce pas, nous sommes libres et qu'il doit s'occuper de l'intégrité de notre personne et tout le reste. Et en même temps, c'est ce même chef de l'État qui est dans la même constitution, l'article 62 nouveau, je crois, ça n'a pas changé de ce point de vue, le président de l'armée. Alors, lorsque vous venez en tant que chef de l'État et que vous voulez faire un bilan sur l'état de la nation, vous ne faites pas que regretter le fait qu'il y ait eu des violences et qu'il y ait eu des morts. On devrait faire quoi en plus? Alors, en plus de cela,
vous nous dites ce que vous avez fait pour pouvoir réparer. C'est des humains. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous réparer? Parce que dans un pays où on peut envoyer un jeune journaliste au bagne pendant 18 mois, tout simplement parce qu'il aurait manqué d'égard à un procureur, ma foi, on ne peut pas dire que des morts... Vous dites, vous êtes un éveillé de conscience, j'ai dit tout ça, vous dites tout simplement. Ben, je dis tout simplement, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'un journaliste, il a le droit de ses opinions, il a le devoir de ses opinions. Un journaliste, c'est pas n'importe qui. On ne l'envoie pas 18 mois pour ses opinions et parce qu'il a rapporté un fait. On va où? Nous sommes dans une... Je sais qu'il y a longtemps que nous sommes dans une république de magistrats, de procureurs. Il va peut-être falloir un jour que cela aussi s'arrête. On n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais il va falloir qu'un jour, les jeunes, le peuple béninois arrête d'avoir peur des procureurs et des magistrats. On n'est pas là pour ça. Ceci étant, lorsque le chef de l'État, dans ce pays où contredire ou rapporter un fait est un crime, alors figurez-vous qu'il y a des morts. Et moi, j'ai envie de savoir qui est mort, combien sont réellement morts, parce que, alors, le chef de l'État, il y a quelque temps, nous a dit 4 morts, mais moi, j'ai lu sur les réseaux qu'il y en avait 80, 83, mais on peut éclairer dans une société démocratique où nous sommes, on peut demander, il y a des moyens pour collecter, pour avoir la vérité et pour éclairer le peuple. Et lorsque vous faites un discours sur l'état de la nation et que vous posez comme pilier central le fait que nous sommes un peuple résilient, vous nous éclairez là-dessus. Si vous ne nous éclairez pas là-dessus, c'est que vous fuyez vos responsabilités de chef de l'État. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réponse à vos questionnements? Le chef de l'État a constaté qu'il y a eu des moments d'épreuve parlant de ces élections où malheureusement il y a eu des morts. Ensuite, il a dit qu'il y a eu des événements qui, heureusement, ont permis de passer l'éponge. Et lorsqu'on a ce résultat, est-ce qu'il faut lui demander d'aller dans votre sens, qui pourrait ressembler à une façon de remuer le couteau dans la plaie? Vous savez, dans mon métier, où je ne vois pas des tonnes de morts par jour, j'en vois souvent au moins... Vous permettez, pour les téléspectateurs, je précise que notre invité, docteur Nadin Kokodé, est médecin urgentiste. Donc vous pouvez continuer parce que absolument. Donc dans mon métier où je vois des morts au moins un chaque semaine, je reste persuadé que passer l'éponge ne suffit pas. Dire qu'on passe l'éponge ne suffit pas. Et on voit ce qui se passe dans les autres pays. Vous savez, lorsqu'il y a un mouvement de foule, je pense que je suis dans ce pays l'un des rares spécialistes en désastre humanitaire. Je ne dis pas santé, je ne dis pas médecine de catastrophe, je dis en désastre humanitaire, où j'ai fait une école militaire ouverte pour les civils. Vous savez, lorsqu'il y a un désastre humanitaire, le jour où ça se passe, on ouvre un fichier. On demande à la population s'il y a quelqu'un de disparu chez vous, avertissez-nous. Et on cherche avec vous. Ça, c'est un rôle régalien de l'État. Ça n'a pas été fait. Donc, on ne peut pas passer l'éponge. Et après, même si une vie n'a pas de prix, après, quand les gens sont morts, il y a un prix à payer. C'est codifié. Il faut le payer, ce prix. Est-ce que ça a été fait? Moi, j'aurais voulu savoir ce qui a été fait. Et à partir de cet instant, on pourra analyser plus simplement les autres résultats ou supposés comme tels qu'il y a dans le discours. Donc, je pense qu'il y a un énorme biais. Vous me permettez de retourner vers Vincent Folly. Là, subtilement, vous avez abordé la question de la crise post-électorale. Les législatives, le chef de l'État en a parlé. Ce fut un moment d'épreuve, mais heureusement, les Béninois, ensemble avec la classe politique, pour paraphraser le chef de l'État, la solution a pu être trouvée. Il faut se projeter dans l'avenir. Non, c'est trop facile. J'ai écouté le docteur, je crois qu'il a raison de parler comment on dit, de quoi? De l'état des lieux. Faire l'état des lieux lorsqu'il y a eu catastrophe, lorsqu'il y a eu un cataclysme, lorsqu'il y a eu une situation anormale. Combien de gens qui étaient avec vous, qui a disparu dans quel moment? C'est à Kagem, on peut localiser. Et Cotonou n'est pas grand. Et donc, le chef de l'État dit des choses. Et c'est, je vais dire, en paraphrasant quelqu'un, c'est Bruno Amoussou qui a sorti une expression un jour qui serait des anglophones, qui dit qu'on ne dit pas que quelqu'un ment, on dit qu'il fait économie de vérité. Et ce discours n'a été qu'économie de vérité. Sur la question politique. Sur la question politique, il y a eu trop d'économie de vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le recul, on sait que
le dialogue social, Politique, le dialogue politique et tout ce qui a suivi la révision en catimini de la Constitution, le président l'a pensé bien avant. Je peux dire, remonter à la période où il a perdu la révision de la Constitution la première fois et une seconde fois, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Et il a décidé de faire ce que nous voyons là, d'exclure ceux qui ne l'acceptent pas, ceux qui n'acceptent pas ses points de vue, de les exclure, et il l'a fait de manière magistrale, au nez à la barbe de toute la classe politique, je peux dire même de tout le peuple béninois. Parce qu'il a eu le culot de nous dire, après le dialogue qui a rassemblé une partie de la classe politique, qu'il a choisi. Le chef de l'État n'a jamais dit une partie. Non, nous on peut dire, je dis qu'il y a eu économie de vérité. Okay. C'est une partie de la classe politique qui était autour de lui, c'est-à-dire celle qui est d'accord. Et il a pu diviser un parti aussi important que l'FCBE, un peu avant la rencontre, il a pu la diviser en lui accordant en catimini ce que ce parti avait réclamé un peu avant les élections et qui lui aurait permis d'aller. Alors donc, c'est quelque chose que le chef d'État a pensé et il a eu le culot, j'allais dire, de nous dire, moi j'ai une aversion pour la révision de la Constitution. Je ne sais pas si le docteur a pu écouter ça de loin là où il est. J'ai une aversion. C'est-à-dire à la fin, moi je ne veux plus entendre ce mot. Absolument. Et après, on a vu comment la Constitution a été révisée en pleine nuit. À main levée. À main levée, avec des députés qui étaient acquis. On a sorti un test que personne... On nous avait parlé d'alignement des élections, de la position des femmes, de la Cour des comptes. Mais on a vu que c'est toute la Constitution, 47 articles qui ont été révisés d'un seul coup en une nuit, qui ont été rendus conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle dès le lendemain, comme s'il n'y avait pas d'article qui était contraire à la Constitution. C'est quelque chose qui se passe, c'est énorme. Et personne ne peut être d'accord avec ça. Et si le chef de l'État fait un discours de satisfaction en disant que tout va bien, après le dialogue, il se ment à lui-même. Il ne dit pas la vérité à lui-même. Et il ment à la communauté internationale. J'utilise l'expression mentir. Il fait économie devant la communauté internationale parce qu'il a reconnu qu'à la CEDEAO, on lui a donné un satisfecit. Mais c'est quand même proprement incroyable. Parce que le pays est dans une situation d'apoplexie. Personne ne parle, personne ne dit rien. Tout le monde a peur de la police, tout le monde a peur du juge, des magistrats. Et les journalistes que nous sommes ne sont plus régis par le code de l'information, pour revenir à son sujet rapidement, mais on a trouvé le code du numérique pour lui appliquer. Un code qui ne le concerne pas. Ça devait concerner le citoyen lambda qui fait des dénonciations à l'emporte-pièce sur le net. C'est pour eux le code du numérique. Mais nous, les journalistes, nous sommes concernés par le code de l'information qui interdit toute, comment on appelle, toute arrestation. Je reviens sur la question avant de passer aux données économiques. Oui. Alors, Nadine Kokodé, peut-on dire aujourd'hui que les Béninois devront travailler pour voir du côté politique à l'apaisement de la société, ou vraiment c'est un acquis de votre regard? Vous savez, un état de bonne santé, c'est la bonne santé physique, c'est la bonne santé environnementale, c'est la bonne santé morale. Il y en a 5, je m'en arrêterai là. Vous savez, l'apaisement, le pays est apaisé, vous savez, parce que les gens le chef de l'État l'a dit, le peuple béninois est résilient. Mais n'oublions pas que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Le peuple est résilient parce que le peuple aujourd'hui se retrouve face à un système de gestion dont on n'avait pas l'habitude. Moi, j'ai fait... il n'y a plus personne qui parle parce que on a déjà notre éducation à la base ne nous permet pas d'aller à l'affrontement. Voilà. Ne nous permet, même si on laisse passer les années Kérékou, il y a eu quelques affrontements pour des raisons dans des conditions qu'on sait. Notre éducation nous amène, fait de nous des résilients à la base. Donc le peuple, pour l'instant, il ne dit rien.
Et j'étais avec quelqu'un hier qui me dit, mais pour l'instant, le peuple, il n'a pas faim. Et parce que le peuple, il est travailleur. Même s'il n'a pas l'argent, il se débrouille pour manger. Mais ça fait, on est à combien là? 6 mois de fermeture de frontières ou quelque chose comme ça? 5 mois. 5 mois de fermeture de frontières. Et on me dit que tout va bien. On a des relations qui sont rompues avec l'Union européenne, avec l'OTAN, quasiment. Et on me dit que tout va bien. On a plus de 100 pays aujourd'hui qui nous tournent le dos. On me dit que tout va bien. Tout ne peut pas. Vous dites trop de choses là. Ah non, tout ne peut pas aller bien. Vous dites trop de choses. On y va graduellement. Donc politiquement, vous pensez qu'il y a encore des efforts à faire, qu'on ne peut pas parler d'accalmie. L'apaisement n'est que de façade. Avec votre citation, quand va la cruche à l'eau, qu'elle finit par se casser. Alors, vous parlez de fermeture de frontières, je commence par là. Le chef de l'État ne dit pas pour autant que c'est une situation dont il faut se féliciter. Mais salue ce caractère formidable du peuple et de son gouvernement, à savoir trouver les solutions lorsque les problèmes se posent. La nuance n'était pas importante à souligner. La nuance est importante, et d'autant plus que au début de cette crise, moi, j'allais dire, j'étais du côté du gouvernement, c'est-à-dire qu'aucun pays, fût-il ami, frontalier, il ne peut se permettre de fermer de façon unilatérale les frontières et avec les exigences qu'il y a. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression, quel que soit ce qu'on va me dire, et vu ce qu'on entend, qu'il n'y a pas eu de grands efforts faits de par nous. Comment ça? Pas de grands efforts? Non, il n'y a pas eu de grands efforts parce que c'est de la diplomatie ici, c'est des négociations, voilà. Il n'y a pas eu de grands efforts de fait. Et on dirait même qu'il y a eu de l'huile de jeter sur le feu. On dirait, en analysant de l'extérieur, on se dit, allez, bon, les Béninois, bon, ils vont supporter, ils vont se débrouiller. Et c'est vrai que nous sommes un peu de débrouillards. Mais on ne peut pas faire. Dit qu'il n'y a pas eu assez d'efforts. J'ai pas vu le balai diplomatique tel qu'on pourrait le voir. J'ai pas vu le Nigeria assiégé. J'ai pas vu les institutions internationales assiégées pour dénoncer ce qui se passe, parce qu'on peut le dénoncer aussi à certains niveaux. Je n'ai pas entendu dénoncer dans les instances internationales comme cela devrait se faire. Je n'ai pas vu ce travail-là. Et il s'agit d'un travail de diplomatie pointu qui n'a pas été fait. On peut continuer à négocier avec le Nigeria, j'allais dire sous cap, mais il y a des choses à dénoncer peut-être. Voilà, il y a des choses à faire qui n'ont pas été vues. En fait, je n'ai pas vu ce balai-là. Vous en demandez encore plus au chef de l'État, ça se comprend. Mais le chef de l'État l'a souligné, il y a des efforts qui ont été faits, qui vont continuer à être faits, juste à donner satisfaction à Nadine Kokodé. Mais non, pas à Nadine Kokodé, au peuple béninois. Au peuple béninois, ok. Et à tous ceux-là qui, comme vous, pensent qu'on peut encore faire plus. Le chef de l'État a expliqué qu'au niveau du secteur agricole, il y a des efforts qui se font justement dans ce sens pour permettre de tenir, tout en essayant de continuer la négociation comme cela se doit. Oui. Et c'est la première fois que le chef d'État lui-même prend la parole sur ce sujet. Merci. Merci, pourquoi? Je vous prends au mot. Depuis 5 mois, et je l'ai dit sur une de vos émissions ici, on n'a jamais entendu le gouvernement réagir par rapport à la question de la fermeture des frontières. Attention, comment depuis 5 mois, ces ministres étaient sur le terrain, vous les avez suivis? Les ministres étaient sur le terrain. Oui. Mais la situation qui est arrivée avec le Nigeria, c'est une situation qui nécessitait, c'est-à-dire des actions vigoureuses. Un gouvernement qui prend acte ou bien qui demande à sa population d'aide. Le chef de l'État a été un peu cynique en parlant de la résilience. Le peuple béninois est un peuple résilient. Un peuple résilient qui n'attend pas grand-chose de l'État, qui s'occupe de ses cadres et de ses fonctionnaires qui l'entourent. Le peuple n'attend rien, le peuple se débrouille. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant cette fermeture? C'est le prix de l'essence qu'il faut voir. L'essence est montée jusqu'à 1000 francs le litre. Là, on a vu les gens courir dans tous les sens. Et puis progressivement, aujourd'hui, l'essence est à moins du prix de la station. Et les gens se sont presque tués, s'occupant de leurs affaires, se débrouillant pour aller faire ce qu'ils savent faire. Et c'est ça que le gouvernement appelle résilient. Mais le gouvernement n'a sorti aucune solution de remplacement. Pendant ce temps, au Nigeria, nous entendions les directeurs de la douane, les hommes d'affaires, le Sénat, c'est-à-dire l'Assemblée, le Parlement nigérian,
on avait des échos de ce qui se passait, de ce qu'il faut punir le Bénin pour la contrebande. Mais rien ici, il n'y avait aucune réponse. Et même les rencontres entre son homologue du Nigeria ont été faites en catimini. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. On a encouragé les gens qui disaient plutôt le Nigeria fait mal de faire ce qu'elle fait. Bien sûr que le Nigeria a d'autres moyens de nous imposer une certaine discipline. Mais le Nigeria a choisi. Ce n'est pas la première fois que le Nigeria ferme sa frontière. De mon point de vue, et je l'analyse comme le docteur en disant que ce n'est pas bon, puisque nous sommes dans un environnement où la libre circulation est admise. Le Nigeria est allé trop loin. Il a les moyens de faire autre chose, une autre politique, à savoir la politique des prix sur les produits qui entrent sur son marché. Mais le Nigeria n'a pas fait ça. Mais nous autres, quelle politique nous faisons? Qu'est-ce que nous produisons pour être suffisamment indépendants? Donc le Nigeria, pour nous, c'est un grand pays. Mais je n'ai pas l'impression que notre chef d'État et son gouvernement comprennent que le Nigeria est plus important pour nous que la France. Je crois qu'il faut observer ce que je dis. Le Nigeria, pour nous, est plus important que la France. Le président Yahya, lorsqu'il est venu la première fois au pouvoir, le premier pays qu'il a visité, après sa prise de fonction, c'était le Nigeria. Mais ce n'est pas le cas du nôtre, de celui qui est là. Il est allé au Nigeria longtemps après. Les dirigeants nigériens savent que le Bénin, c'est le pays le plus sensible de tous les pays frontaliers qui l'entourent. Mais ils nous regardent. Et ils savent que si quelque chose intervient dans ce pays, ça agit aussi sur le leur. Bien sûr, nous sommes un État, les gens l'ont dit, un État entrepôt, où nous déversons des produits qui ne sont pas produits ici, on les envoie au Nigeria. Le Nigeria, c'est ça. Mais les relations avec le Nigeria doivent être des relations privilégiées. En tout cas, le gouvernement travaille, vous parlez là de diplomatie, mais sur la question, le gouvernement a souligné par la voix de son premier chef, qu'il y a aujourd'hui des efforts de transformation structurelle qui se font. Transformation structurelle de l'économie béninoise. Et on croit, le chef Nadine Kokode, manifestement, ces efforts ont commencé à porter le fruit. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par transformation structurelle? J'allais dire les arlésiennes. C'est des arlésiennes. Le chef de l'État commence par nous donner un bilan de la production de coton, 670 000, je pense, tonnes de production, dont il est aujourd'hui, en tout cas, le seul à détenir les chiffres, puisque ces chiffres ne sont pas encore validés par lui et moi. Et le chef de l'État nous dit qu'actuellement, il y a des usines de transformation de matières premières qui ont été construites, je pense de mémoire, qui nous parle d'à peu près 25 000 personnes, dont 8 000 femmes, d'accord, qui sont impactées par ce programme-là. Il nous parle de 530, je pense, hectares de développement de culture maraîchère. Moi, je vous dis, c'est impeccable. Mais c'est des choses qui existent. Mais c'est des dépenses de souveraineté, c'est des dépenses sociales. C'est comme, allez, on peut continuer. C'est comme les dépenses sur la santé, c'est comme les voies qui sont faites. C'est des dépenses de souveraineté. On ne va pas s'égosiller parce qu'on construit des voies, même si ça n'avait pas été fait avant. Mais c'est une bonne chose. Vous avez été élu pour ça. C'est des dépenses de souveraineté. Ces dépenses ne créent pas globalement, en tout cas, mis à part les maraîchers là, ces dépenses pour la santé, c'est des dépenses sociales. Pour faire la route, c'est des dépenses sociales. Nous voulons savoir ce qui produit aujourd'hui, réellement. Voilà, ce qui produit aujourd'hui réellement. Le coton, oui. Par rapport à l'année passée, aussi ces 4 dernières années, moi j'aurais bien voulu qu'on nous dise la progression qu'il y a. Là, on parle d'indicateurs, parce que le chef de l'État, dans son discours, parle des indicateurs, mais je ne vois pas beaucoup d'indicateurs. Je vois que des chiffres. Les indicateurs, c'est des indices. Les indicateurs, c'est des rapports de telle chose sur telle chose. Donc là aussi, vous savez, quand vous permettez de dire que votre pays est un pays où il y a quasiment plus de compétences, pour ne pas dire un désert de compétences, et que vous sortez un discours, que vous nous parlez d'indicateurs, vous ne donnez que des chiffres, j'ai du mal à le lire. Donc, oui, je pense que il y a encore des efforts à faire. C'est pour ça que je disais au début que je ne mets pas en doute les chiffres, parce que je ne les connais pas, je ne peux pas les vérifier, et surtout parce que je ne peux pas les vérifier. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire
pour pouvoir nous fournir, en tout cas, le dernier discours, un discours qui puisse mieux nous convaincre. Ok, Vincent Folly, sur la question des efforts à faire au plan économique. Non, j'ai dit, par exemple, à l'occasion de la fermeture des frontières, il y a des actions vigoureuses à mener pour essayer d'entrer dans le créneau des Nigériens. Les Nigériens ne veulent pas que nous les inondions avec des produits étrangers. Le riz, les volailles, ils n'en veulent pas. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour renverser cette tendance? Comment se porte notre port aujourd'hui? Il a donné, il dit que, bon, la population est résiliente. Oui, je vous ai expliqué, cette résilience est naturelle. Les gens s'occupent dès que le prix de l'essence chute. Bon, on s'accommode. Mais comment se porte notre économie avec la fermeture des frontières? Ça, personne ne le dit. Le chef de l'État n'a pas donné les chiffres. Le Niger a publié, il y a un certain moment, 40 milliards de pertes depuis la fermeture des frontières. Le Bénin, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons perdu? Bon, il a fait un bilan en parlant des questions économiques, de comment il veut tourner le Bénin désormais un premier producteur du coton. De quoi? De coton. Bon, il reste à vérifier à quel prix aussi. Et qui est le bénéficiaire? Qui est le bénéficiaire de cette manne? L'État béninois. Qu'est-ce que l'État béninois gagne dans la production du coton? Des précisions. Il faut ces précisions-là. Nous, on a besoin des chiffres. Bon, cela dit, moi, je crois que l'un des domaines les plus importants est l'éducation, oui. La santé. Le père de l'État. Allons-y rapidement, oui. Question de l'éducation. En question de l'éducation. Économie de vérité. Oui, il a dit qu'il est en passe de résorber le déficit d'enseignants dans le primaire. Et il a dit que c'est résorbé dans le primaire et que c'est en passe de l'être dans le secondaire. Ce qui est carrément faux. Il y a une association de parents d'élèves qui a sorti un document hier qui a donné les vrais chiffres. Mais le problème, ce n'est pas là. Lorsque vous renvoyez les enseignants, 192 du secondaire, 113 des enseignants déjà confirmés, et vous les remplacez par des aspirants, qu'est-ce que vous voulez que l'école soit? Pour des fautes commises, souligne l'autorité. Quelle faute? C'est-à-dire de n'avoir pas accepté de subir ce qu'ils appellent l'évaluation diagnostique, qui est complètement une aberration. Et qui n'était pas à la base d'un contrat. C'était pas à la base d'un contrat. C'est des gens qui étaient déjà recrutés. On va les évaluer. Qu'est-ce qu'on va évaluer l'enseignant pour faire? C'est-à-dire, il est déjà en train d'enseigner. On peut l'aider à se recycler dans son domaine, voir comment il va mieux exercer son métier. C'est ça qu'on peut faire. Mais pas lui demander des notions qu'il a déjà oublié, des notions de classe de terminale ou bien de classe... Et c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est pas possible. La question de pénurie d'enseignants... De pénurie d'enseignement, il va régler ça par le recrutement d'enseignants et ce qui est d'aspirants. Et ce qui est aberrant, c'est que ces aspirants seront placés par l'État, c'est-à-dire par des agences de placement. Absolument. C'est ça qui est le plus grave. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi c'est plus grave? Parce que nous aurons alors une éducation à double vitesse, si ce n'est pas à plusieurs vitesses. Déjà, il y a l'école privée qui fonctionne relativement bien, mais l'école publique n'a pas d'enseignants, n'a pas les cas qu'il faut. Il y a encore des manques d'enseignants dans les écoles, dans les établissements secondaires, dans les établissements primaires, et on recrute des gens qui seront placés par des sociétés de placement, un peu comme on place des employés dans les établissements. Mais l'éducation, c'est un domaine très sensible. Et des aspirants qui gagnent 9 mois de salaire sur 12. Et qui, pendant 3 mois, vont être en l'air. Et qui seront régis par une structure spéciale, c'est-à-dire des agences qui ne seront là que pour leur profit. Et d'un côté, il y a l'enseignement. Les APE qui sont régis par le ministère, ça crée une distorsion. Et demain, vous allez voir, il y a la question de la retraite qui secoue la France aujourd'hui. Comment payer la retraite des gens? La retraite est payée par les actifs pour des passifs, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus en activité. Et demain, vous allez voir dans l'enseignement, il y aura un problème parce qu'il y aura moins d'actifs pour en payer devant payer la retraite, c'est-à-dire les frais, pour les gens qui sont déjà à la retraite. C'est-à-dire il y a plus aujourd'hui d'enseignants contractuels
que d'enseignants APE. Et demain, il y aura un déséquilibre dans la question de la retraite. La question de l'éducation, vraiment, on croit à suivre Vincent Folli, à croire qu'en termes d'efforts, beaucoup reste à faire. Absolument, beaucoup reste à faire. Moi, je suis sur un forum de syndicats enseignants et je vois comment les débats se mènent. C'est-à-dire que même avant ce discours, on sait qu'il y a des endroits où, enfin je le dis comme ça, des enseignants de mathématiques se sont retrouvés à faire SVT, quoi. Non, SVT qui deviennent professeurs de mathématiques, des trucs comme ça. Et les enseignants de géographie deviennent professeurs de français. Voilà. Donc, alors, quand vous voyez ce genre d'aberration, c'est des gens qui sont pris sur le fait, c'est-à-dire ils sont forcés là à le faire tout de suite, parce qu'il y a un besoin. Et nous savons que du fait de la pénurie d'enseignants, il y a des classes qui sont pléthoriques. C'est une réalité, en définitive. Donc, on se demande si le chef de l'État... Moi, je ne sais pas s'il est de bonne foi ou pas sur ce sujet-là, mais est-ce qu'il va sur le terrain? Ça fait combien de temps qu'il n'est pas descendu sur le terrain pour aller voir ce qui se passe réellement? Jamais. C'est ça. Il ne faut pas rester dans son bureau et prendre les chiffres et dire que tout se passe bien. N'oubliez pas, c'est des chiffres envoyés par des ministres. Non, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut aller sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de nous taire parce qu'il y a une sorte de dictature des faits. D'accord, des faits. Mais il faut oser parler. Il faut oser l'exigence, j'allais dire, de la pensée contre cette dictature des faits. Il faut que les sachants, ceux qui savent réfléchir, ceux qui savent penser, nous éclairent sur ce qui se passe. Parce que, bon, moi je viens là, j'églane du fait des informations que je reçois tous les jours, j'essaie de les analyser parce que j'en ai certainement un tout petit peu les capacités. Mais il y a des gens qui sont experts dans un certain nombre de domaines, il faut qu'ils osent dire ce qui se passe. Pour éclairer, je suppose, le chef de l'État qui lit les journaux et qui voit, enfin, et que peut-être en même temps que le chef de l'État demande à ses juges de ne pas mettre tous les agitaires de conscience en prison. Il faut oser parler pour l'éclairer parce que, j'allais dire, les 514 jours qui lui restent, parce que c'est ça qui lui reste, vont être très très difficiles. Parce que je pense que le peuple résilient va finir par dire stop si cela continue comme ça. Avec des notes si positives présentées par le chef, vous pensez sérieusement? Mais des notes si positives, oui. Vous savez, si vous voulez me faire croire que avec 5 mois de fermeture de frontières au Nigeria, le port autonome se porte bien, moi je veux bien croire. Non, mais attendez, je veux bien croire. C'est-à-dire que même des gens qui sont très très résilients, comme moi, qui ne disent rien, on se dit, allez, faut peut-être arrêter de nous prendre pour des pigeons. C'est ça, en définitive. Un petit détour au niveau du secteur qui est le vôtre, le secteur de la santé, si vous permettez bien. Le temps court déjà. Le secteur de la santé, des efforts se font. Vous savez, j'ai encore jeté un coup d'œil rapidement hier dans le projet d'action du gouvernement, à sa page 194, qui présente le projet de la santé, et notamment les grands projets dans l'hôpital d'Abomey-Calavi. Vous vous rendez compte que la formation du personnel est à la dernière ligne. À la dernière ligne. Moi, je mets au défi le Bénin de construire un hôpital et de le faire tourner tant qu'il n'a pas pris 4 ou 5 ans pour faire former le personnel avant. Ils n'ont qu'à aller à Antananarivo pour voir. Il y a un hôpital juste à la sortie de l'aéroport. Et voir cet hôpital a été posé tout neuf et vous demandez combien de temps ils ont mis avant de le lancer. Parce qu'ils n'ont pas anticipé sur la formation du personnel. Ceux qui s'occupent de ce projet-là ne sont pas compétents pour le faire. C'est-à-dire que l'APHP n'est pas compétent pour le faire. Il y a des experts béninois qui sont compétents pour le faire. L'historique de je pense que j'en ai déjà parlé ici une fois, je ne sais plus. L'historique de cet hôpital, ils peuvent venir nous le demander. Moi, je me rappelle que un ambassadeur qui n'en est plus un aujourd'hui, mais qui était blogueur, vous voyez de qui je parle, a fait 8 pages sur moi en disant qu'il y avait délit d'initié, parce que je voulais mettre en place une clinique et parce que j'avais travaillé sur ce projet d'hôpital. Je pense que nous avons 1 an et 3 mois pour redresser la barque. Et s'ils veulent, il y a des barques qu'on peut redresser. Il y en a d'autres qu'on peut pas. Intéressant à savoir que c'est encore possible. Vincent Folli, vous
Vous êtes aussi présent de temps à autre dans les centres de santé, vous côtoyez les acteurs du milieu, vous relayez parfois de temps à autre, maintenant c'est de moins en moins, les activités qui se mènent, parfois aussi les récriminations, mais des perspectives heureuses, on croit le chef de l'État. Oui, mais je veux parler d'abord du centre de cet hôpital de référence dont il a parlé. Ça fait 1 an qu'on en a parlé. C'était presque à la même époque que le Niger avait fini son hôpital. C'est presque terminé là, c'est ça? Allez-y, donc, 2 minutes. 2 minutes, on ne peut pas dire grand-chose. Mais le docteur est bien placé pour parler des efforts qui sont faits dans le domaine de la santé. Il a fait des réformes, le chef de l'État a fait des réformes dans le sens de maintenir les acteurs dans le secteur où ils sont. C'est-à-dire, si vous êtes du public, vous ne pouvez plus aller dans le privé. Mais le résultat, est-ce qu'aujourd'hui, ça se passe bien dans les centres de santé? Est-ce que les malades sont bien accueillis? Oui, ils sont bien accueillis, mais il faut toujours débourser. Nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux un hôpital de zone qui a dit, voici les prix. Voici ce qu'il faut faire pour payer les gens, à fixer les salaires, à commencer. C'est l'hôpital de Dalada, pour ne pas le nommer, qui a dit que c'est avec les recettes qu'ils vont payer les travailleurs. Et ça a créé un remous. Parce que cet hôpital ne fait pas suffisamment de recettes. Donc, à l'hôpital, dans les hôpitaux aujourd'hui, le problème de la prise en charge des malades se pose encore. Et je ne sais pas si le docteur peut démentir ce que j'ai dit. Oui. Non, je ne pense pas qu'on puisse démentir cela. Et, on peut mettre un bémol, on peut se dire que c'est en construction. On peut se dire que c'est en construction et qu'on peut certainement mieux faire. Peut-être qu'on fera une émission sur le secteur de la santé. Le secteur de la santé spécifiquement. Voilà. Oui, le chef de l'État, avec le tableau peint de la situation, rassure son peuple. 2020 s'annonce sous, peut-on dire, de bons auspices. Vous, en passant en revue les données croisées, qu'avez-vous envie de dire? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ajuster si c'est nécessaire? Alors, disons qu'un pays qui n'a pas d'histoire dans son ciel est un pays qui n'est plus capable de rêver. Le Bénin est un peuple, est un pays qui a une histoire riche. Et lorsqu'on se réfère à cette histoire, on peut aller de l'avant. Il faut qu'on nous permette de rêver. Moi, j'ai envie de revoir le Bénin sur le marché domestique à Dakar. Ça fait depuis avril qu'on n'y est pas allé. Donc, on ne peut pas s'arrêter sur le premier trimestre de l'année et dire que tout se passe bien. Moi, j'ai envie de voir des gens compétents, il y en a dans ce pays, qui les aient appartenu à tel système ou à tel autre système, qu'on aille les chercher pour aider. Parce que le tout n'est pas de théoriser. Le gouvernement actuel n'a pas de techniciens. Je pense que c'est surtout ça. Ils n'ont pas de techniciens. Ils ont de belles idées, mais ils n'ont pas de techniciens. Comment ça? Mais ils n'ont pas de techniciens. Pas de techniciens, il faut aller rechercher ceux qui sont capables, ceux qui ont déjà fait, ceux qui ont déjà de l'expérience. On ne va pas chercher quelqu'un qui sort de l'école, un tout petit peu, je vais exagérer, morveux, plein de théories, pour créer un changement dans un pays. Voilà. Et je pense qu'on peut espérer aussi sur s'il y a un changement sur le plan démocratique. Nous sommes un pays de démocratie. Et tant que on va tourner le dos à la démocratie, on ne va pas y arriver. Donc, et comme je pense que la fin arrive, voilà, donc je dirais que les ouvriers se lèvent et se remplacent, mais le chantier est toujours là. Et je dirais que 61 ans, c'est un bel âge pour se projeter dans un autre avenir peut-être que celui de diriger ou de continuer à diriger le Bénin. Oui, Vincent Folly, le temps est complètement parti. J'avais peur qu'il ne développe l'idée qu'il n'y a pas de cadre dans ce pays lorsqu'il dit que le gouvernement manque de techniciens. On va conclure. On revient pour dire quoi? Dans ce discours était optimiste, dans le sens où il dit allez, c'est maintenant que commence la politique du développement. Comme pour dire, voilà, j'ai fini de réviser la Constitution,
Maintenant, on peut aller au développement. Est-ce que c'est la révision de la Constitution qui va permettre le développement? Est-ce que c'est la révision de la Constitution qui va permettre de construire les routes? Non. Il a commencé à construire les routes bien avant. Est-ce que c'est la révision de la Constitution qui va permettre de construire les hôpitaux, les écoles? Non. Votre conclusion? Donc, ma conclusion, c'est que c'est un discours trop optimiste qui ne reflète pas la réalité, qui ne reflète pas la vie des Béninois. Et si les Béninois sont résilients, c'est parce que l'État ne s'occupe pas d'eux. Merci à vous, Vincent Folly. Merci également à vous, Dr Nadine Kokole. Chers téléspectateurs, on va devoir s'en arrêter là. Merci au réalisateur qui nous a relancé plus d'une fois. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera tout. Fausse compagnie sur cette citation du romancier et interprète brésilien Paulo Coelho. Face aux épreuves, dit-il, inutile de raccrocher, car c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Prenez soin de vous et à très bientôt.